Électrochoc, le podcast des électrons libres. La biodiversité, arme d'obstruction massive. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'instrumentalisation de la biodiversité pour bloquer des projets de développement, qu'ils soient industriels, énergétiques ou d'infrastructures. C'est un sujet fascinant, Max. On a tous en tête l'image de la protection de la nature comme une cause noble et essentielle. Mais ce qu'on observe de plus en plus, c'est une sorte de détournement de cet objectif. On ne protège plus une espèce pour elle-même, mais on l'utilise comme un levier juridique pour s'opposer à un projet. Exactement. L'exemple le plus médiatisé récemment, c'est celui de l'outarde canépetière, ce drôle d'oiseau qui est devenu la mascotte des opposants aux bassines de Sainte-Soline. Quand la justice a suspendu le projet pour sa protection, on a vu des slogans comme « Merci l'outarde ». C'est très révélateur, on la remercie d'avoir été un outil efficace, pas pour sa valeur intrinsèque. Et elle est loin d'être la seule à être, disons, enrôlée dans cette guérilla juridique. La liste est longue et assez surprenante. On a le Vison d'Europe, qui a freiné un projet de transport par dirigeable, pourtant décarboné. On a le Grand Damsker d'Alsace, face à un contournement autoroutier. Ou encore l'escargot de Quimper, qui a réussi à bloquer une déchetterie et une ligne de tramway. N'oublions pas le crapaud de Fessenheim. Sa simple présence, détectée par son ADN dans une flaque d'eau, a compromis une zone d'activité destinée à relancer l'emploi après la fermeture de la centrale nucléaire. C'est presque comique si les conséquences n'étaient pas si sérieuses pour l'économie locale. Ce qui est fou, c'est que cette situation n'est pas un accident. C'est la conséquence directe d'un arsenal juridique très puissant, bâti en Europe et en France, pour, à l'origine, sanctuariser la nature. Les études d'impact, les diagnostics de biodiversité qui peuvent durer jusqu'à 2 ans, tout cela crée des opportunités pour trouver la petite bête qui va tout arrêter. Et une fois qu'une espèce protégée est identifiée sur un site, la machine s'enclenche. La directive européenne Habitat et la loi française imposent des mesures extrêmement contraignantes. Éviter, réduire ou compenser. La compensation, c'est souvent le dernier recours et elle est très coûteuse. Pour les opposants, c'est une victoire quasi assurée. Il y a aussi le rôle des instances consultatives, comme l'autorité environnementale ou le Conseil national de protection de la nature. Elles sont souvent composées d'experts, de scientifiques, très investis dans la défense de la biodiversité. On peut comprendre qu'un ornithologue de renom ait du mal à donner un avis favorable à un projet d'autoroute qui traverse le territoire de 16 oiseaux. Bien sûr, et même si leurs avis ne sont que consultatifs, ils ont un poids politique énorme. Un gouvernement ou un préfet aura beaucoup de mal à aller contre un avis négatif solidement argumenté par des experts, surtout que ces avis s'appuient sur des plans nationaux d'action pour chaque espèce qui sont souvent très ambitieux, voire maximalistes. Ce qui mène à une situation d'insécurité juridique terrible pour les porteurs de projets. La récente décision du tribunal administratif de Toulouse sur l'autoroute A69 est un vrai coup de tonnerre. En annulant le projet pour absence de raison impérative d'intérêt public majeur, la justice a placé la barre très très haut. C'est un signal extrêmement décourageant pour les investisseurs, notamment étrangers. Quel industriel voudra se lancer dans un projet qui peut être stoppé à tout moment après des années de travail et des millions d'euros investis à cause d'une grenouille ou d'un oiseau ? Et on voit bien qu'il y a une stratégie militante derrière tout ça. Les activistes ont compris que le thème du climat, qui est global et un peu abstrait, mobilise moins que la défense du petit castor local ou de la chauve-souris du coin. C'est concret, ça touche les gens. Oui, on assiste à des scènes assez surréalistes. Des militants qui creusent des mares en forêt en espérant que des tritons protégés viennent s'y installer ou qui grimpent dans des arbres pour y faire leur nid en espérant qu'une mésange vienne nicher et bloque ainsi l'abattage. Le but n'est plus la protection, mais bien l'obstruction. Le problème, c'est que derrière cette façade de défense du vivant, il y a souvent un agenda politique plus radical, anticapitaliste et décroissant. L'objectif n'est pas de trouver un compromis, mais de renverser un modèle de développement. Et c'est là qu'on tombe dans une impasse écologique. Bloquer des projets innovants, comme une usine d'avions électriques ou des infrastructures nécessaires à la transition énergétique, au nom d'une vision très figée de la nature, c'est se tirer une balle dans le pied.
Absolument. La transition écologique a besoin d'innovation, de nouvelles usines, de nouvelles infrastructures. Si on sanctuarise chaque mètre carré de nature au point de ne plus rien pouvoir construire, on se prive des moyens de lutter contre le changement climatique, qui est pourtant la plus grande menace pour la biodiversité elle-même. C'est le grand paradoxe. En voulant tout préserver à l'échelle micro-locale, on risque de perdre la bataille au niveau global. On freine l'activité économique, on crée du ressentiment chez les populations locales qui voient des emplois et des projets leur passer sous le nez, et finalement on affaiblit notre capacité à financer des politiques de conservation ambitieuses. Il faut donc sortir de cette opposition stérile. L'objectif ne devrait pas être de sanctuariser une nature fantasmée, mais de retrouver l'esprit du développement durable, permettre le progrès humain, l'innovation, tout en étant en harmonie avec notre environnement. Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre intelligent où l'on protège ce qui doit l'être, mais sans sacrifier notre avenir et notre capacité à innover. Il faut pouvoir construire l'usine du futur sans qu'un aigle botté ne cloue au sol l'avion électrique. C'est un défi de conciliation, pas de confrontation. Une approche plus pragmatique et optimiste qui fait confiance à notre capacité à développer des solutions qui bénéficient à la fois à l'économie et à l'environnement. C'est tout l'enjeu. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.